voudrais vous souhaiter la bienvenue pour ce conseil municipal exceptionnellement placé un jeudi compte tenu du Congrès des maires. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent en direct ou qui nous suivront en différé. Vous dire que la secrétaire de séance sera Madame Chantal Chabat. Nous avons un certain nombre de personnes qui sont absentes ce soir dans l'ensemble des rangs, notamment certains qui ont des problèmes de santé, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Monsieur Patrick Duhart a donné procuration à Madame Castagnera. Monsieur Gestin a donné procuration à Madame Chadebost. Madame Rondeau a donné procuration à Monsieur Mathieu Joyon. Madame Thomas Pitot m'a donné délégation, Monsieur Fargue à Monsieur Herchouk, Madame Isabelle Madrid a donné procuration à Madame Frédéric Fab-Tabourin, Monsieur Coldefy a donné procuration à Monsieur Bénard, Madame Bonoron donne procuration à Madame Sallet, Monsieur Jean à Monsieur Penn, Monsieur Garrigue à Madame Chabat à son départ, Madame Fricot a donné délégation à Stéphane Delgado, Madame Isabelle Ramy donne procuration à Monique Demarco, Monsieur Arnaud Delu donne procuration à Monsieur Christian Bardin, Madame Florie Armitage donne procuration à Monsieur Martilly, Madame Denise Grélard-Nédélec donne procuration à Monsieur Bimboire et Madame Elbig donne procuration à Madame Serrano-Usac. Je vous en prie, Madame la Secrétaire. Avant de commencer, Madame la Secrétaire, je voudrais vous indiquer dans l'information du Conseil, vous indiquer ce qu'il est prévu par la ville, enfin ce qui est prévu, en tout cas ce qui va être peut-être le plus dimensionnant pour la ville pour les fêtes de fin d'année. Vous dire qu'une nouvelle fois, on va déployer donc des illuminations dans l'ensemble de la ville. Il y a 4 nouvelles rues et quartiers qui sont concernés. Vous savez que chaque année, on achète et on répare. Il y a certains axes, je pense notamment par exemple à la rue Pédavant, qui vont être habilités. Si jamais vous voulez tous les noms des rues, Monsieur Bonin s'en est occupé poteau par poteau, j'ai envie de dire, mais ça a été un très gros boulot pour arriver à près de 700 mètres de guirlandes et 300 motifs qui vont scintiller. Vous rappelez évidemment que comme chaque année, ces éclairages sont coupés à 1h du matin et que l'ensemble de ces illuminations sont composées de LED basse consommation, comme à peu près toutes les villes aujourd'hui. Vous dire également que 2 grandes animations vont venir rythmer donc cette fin d'année. Talents sans lumière, qui vous le savez avait été pour sa première édition un énorme succès populaire qu'on organise avec Talents événements que je salue. 45 000 personnes étaient venues l'année dernière sur les 3 jours admirer le travail notamment de David Proto que l'on salue et de ses équipes. Cette année donc, les dates sont le 17, 18 et 19 décembre de 18h à 21h et donc je suis sûr que les Talençaises et les Talençais seront au rendez-vous pour admirer cette déambulation féerique. Vous dire aussi que c'est Talents sans lumière et que donc pour la première année, cette fois, on a décidé aussi d'équiper pas simplement le centre-ville, mais également le quartier de Thouars et le quartier nord, notamment autour de Feldman et Aristide Briand. Vous dire qu'après 7 ou 8 ans d'absence, je suis très content de vous annoncer qu'on revient avec un marché de Noël à Talence, avec 16 chalets, là aussi organisé avec Talents événements, donc 16 chalets donc, du 17 au 24 décembre, avec un objectif, faire la part belle d'abord aux commerçants locaux, puisque près de la moitié des chalets sont occupés par des Talençais. Ce n'est pas le cas dans toutes les fonctions, bien sûr. L'idée, c'est de mettre en avant donc l'artisanat local et de proposer des jouets de qualité, notamment pour éviter certains produits d'importation. On laisse ça à d'autres marchés de Noël dans des villes que je ne citerai pas, et qui n'existent pas, bien sûr, sur l'agglomération. Noël à Talence, évidemment, ce n'est pas que ça, c'est aussi le Noël solidaire. Beaucoup de choses sont organisées donc, par les services et par le CCS. Je voudrais vous dire qu'une action emblématique qui avait été faite l'année dernière dans un contexte particulier qui s'appelle, vous le savez, Dessine-moi Noël, qui permet à des enfants, notamment les enfants des écoles, les enfants du périscolaire, les enfants des centres de loisirs, de faire des dessins. L'année dernière, on avait récolté 1000 dessins qui sont envoyés aux personnes âgées, aux personnes isolées, tout simplement aux seniors, juste avant Noël. Un geste simple, mais qui permet de faire vivre la solidarité avec un petit mot, indépendamment de ce qui sera fait également par le service senior pour nos seniors, pour Noël. Mais Daniel Castagnera pourra évidemment compléter le propos, mais en tout cas, on reproduit cette opération qui avait été un succès.
Je fais le Père Noël cette année, voilà, et le Mère Noël également, mais autre chose. Je parle notamment pour ce qui avait été fait, notamment d'un point de vue du coffret, vis-à-vis des coffrets, puis évidemment des spectacles qui seront proposés aux seniors, mais je pense que vous aurez l'occasion d'en rediscuter ensemble. Je voudrais vous dire également, sous la houlette de Jenny Hudlow, que la semaine européenne de réduction des déchets se déroule à partir du 20 novembre jusqu'au 28. Que Talence, vous le savez, est attentive et exemplaire sur cette démarche. Trois initiatives dont on vous a parlé d'ores et déjà cette année. L'utilisation de carafes en verre lors des réunions et des séances du conseil municipal. Vous serez ravis d'apprendre d'abord qu'il est interdit de jeter ces carafes en verre sur les opposants, quel que soit votre camp, qu'on était mis en avant dans le cadre du congrès des maires par la société qui fabrique ça. Vous dire également que l'on va distribuer des gourdes en inox pour les élèves. Donc c'est une initiative du conseil municipal, ce sont eux qui ont choisi le modèle. Ils avaient choisi d'équiper les CM1 et les CM2 et la ville a décidé d'étendre dès cette année l'ensemble de cette opération à l'ensemble des enfants du primaire. Donc tous les élèves de CP jusqu'en CM2 recevront une gourde. Cette gourde sera également distribuée aux agents qui signeront la charte de la mairie exemplaire que vous connaissez toutes et tous maintenant, et que cette charte concerne aussi les élus. Aussi, si vous souhaitez avoir une gourde, si vous n'en avez pas déjà une à vos côtés, je parle de gourde en inox, vous pouvez donc aller signer, comme de l'ensemble des agents de la ville, donc cette charte de la mairie exemplaire pour vous permettre d'avoir cette gourde. Si vous souhaitez parler notamment sur l'inox, sur la fabrication, Jenny Hudlow ou Madame Salé pour la partie vous diront comment tout ça a été fait. Mais ne vous inquiétez pas, ils ont fait tout un calcul sur le poids écologique et tout, etc. Ce qui est compliqué, c'est évidemment de trouver de l'inox en France et tout ça fabriqué en France. On peut penser qu'avec le temps, les coûts de fabrication permettront peut-être d'aller plus sur des fabrications françaises ou moins européennes et un peu moins asiatiques. Madame la secrétaire. Alors, monsieur le maire, messieurs les élus, conseil municipal du 18 novembre, rapporteur, monsieur le maire, approbation du procès-verbal de la séance du 18 octobre 2021. Est-ce que ce procès-verbal appelle des remarques de votre part, mes chers collègues? Je n'en vois pas. Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Décision municipale, information du conseil. Y a-t-il des questions? Monsieur Bardin, monsieur Bimboire. Oui, bonsoir à tous. Juste pour un complément d'information concernant la décision numéro 23, pour savoir quels sont les lieux de surveillance et de gardiennage prévus, puisqu'on nous acquérons des services auprès de nous. Alors, il s'agit d'un contrat qui est reconduit de façon assez régulière. On peut surveiller des biens meubles et immeubles, soit parce que parfois ils sont temporairement désaffectés, ça a été le cas par exemple pendant un moment du Château des Arts, quand on n'avait pas encore de personnel sur site. On a aussi le très grand contrat, c'est surtout pour la piscine, notamment pour surveiller la piscine de nuit pendant l'été, pour éviter certaines introductions nocturnes qui ont abouti souvent à changer la bâche. Avec le bassin, cette année, la surveillance de la piscine avec un bassin vide devait être relativement simple. Mais on a aussi, sur certaines manifestations, on peut faire appel aussi dans le cadre de certains événements là-dessus. C'est un contrat qui est renouvelé relativement régulièrement et qui nous permet d'avoir un apport de main-d'œuvre que ne pourrait pas être fait par les ASVP pour l'APM qui sont dévolus à d'autres missions. Monsieur Bimboire, vous avez la parole. Monsieur le maire, chers collègues, concernant la décision numéro 9, cette non-reconduction, quels en sont les motifs? Puisqu'il nous semble que les prestations de diététiciens pour le service de la restauration municipale semblent pertinentes. Pourquoi ce n'est pas reconduit? Merci. Alors, ça n'a pas été reconduit à la demande de la diététicienne elle-même, pour des raisons personnelles. Donc, c'est elle qui a fait ce choix-là. Je peux vous dire que les prestations ont été importantes. Je vous l'avais annoncé c'était au Dôme, je crois, donc il y a 2 conseils de cela. Je vous rappelle qu'on est en train et on a lancé donc une prestation d'assistance
techniques pour une vraie réflexion sur le devenir de la cantine, le nombre de chaînes de production, où est-ce qu'on doit le faire, etc. etc. Et que, évidemment, tout cela fera l'objet y compris bien évidemment de l'équilibre de ce qui est donné, fera l'objet, mais c'est pas parce que la diététicienne n'est pas là qu'on n'a pas l'équilibre, tout ça est regardé. Et on a eu plutôt de très bons résultats sur la tenue de la cantine récemment. J'ai eu un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours le cas, mais en tout cas, on peut s'en féliciter. Et vous l'aurez sûrement vu, mon cher collègue, que nous avons atteint 30% de bio au cours du mois dernier, ce qui correspondait à un engagement de campagne, puisque nous avons décidé de débattre du programme Talents Ensemble à chaque conseil municipal. Et donc, on a augmenté de 50% la part du bio en seulement un an et pas en 6. Je vous en remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Réhabilitation du stade nautique Henri Deschamps, marché de maîtrise d'œuvre avenant numéro 3. Oui, alors c'est un marché qui est relativement régulier, puisque vous le savez, on passe un certain nombre d'avenants. Vous avez vu que la délibération est importante, mais qu'au final, il s'agit en fait de faire 1 250 €, soit 1 500 hors taxe, ce qui vous en conviendrait, n'est pas de nature à déséquilibrer l'équilibre général du projet. Si vous avez des questions, je peux y répondre, mais c'est juste que comme on a dépassé le seuil, eh bien, il faut passer une délibération, et donc on en a pour 1 500 € hors taxe, sur 20 millions d'euros n'est pas le plus important. Monsieur Bardin. Non. J'ai pas de question. Non. On s'est passé en CAO, il n'y a pas eu de souci. Pas de problème. Pas d'autres remarques. Tout est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Contrat d'engagement de la ville de Talence, mutualisation et révision des niveaux de service. Oui, alors, vous le savez, merci, bon courage pour votre voix, Madame la Secrétaire. Vous le savez qu'on a délibéré en 2018 pour autoriser la mutualisation du service informatique auprès des services de Bordeaux Métropole. Chacun s'accorde à dire que ça a été permis à la ville de faire un saut important d'un point de vue qualitatif et quantitatif, et on n'avait évidemment pas à l'époque envisagé le Covid, ce qui nous a permis de bénéficier pendant toute cette crise d'ordinateurs portables supplémentaires. Chaque année, on doit ajuster, vous dire que on a ajusté cette année donc sur le périmètre l'évolution de la cyberbase de la médiathèque qui correspond à 1 811 €. On a mis en œuvre, notamment puisque nous y avions nos conseils municipaux depuis le début de cette mandature, le Wi-Fi à la salle Mauriac, mais ça servira à d'autres, donc pour 4 330 €. Et nous avons renouvelé les radios de la police municipale à hauteur de 2 835 €. Il y a donc des conséquences négatives, entre guillemets, en termes financiers. Et vous avez aussi un certain nombre de dépenses et de systèmes de vases communicants avec la métropole. En revanche, la métropole ayant décidé d'abaisser de 1%, donc de passer de 15% des frais de structure à 14%, on a, entre guillemets, limité la casse. Aujourd'hui, on a demandé, notamment c'est notre collègue Stéphane Elgado qui s'en occupe, à regarder effectivement le niveau d'équipement, regarder quel est le taux de renouvellement, de manière à ce qu'on conserve un montant raisonnable, puisque le montant de l'informatique a grandement augmenté au cours de ces dernières années, ce qui est logique compte tenu de ce qui s'est passé. Et donc cette délibération vous propose de valider ces bons et loyaux services. Monsieur Bardin. Oui, juste une petite observation. Je vois que dans les projets menés en 2001, la mise en place de la salle Mauriac a été faite au niveau du Wi-Fi. Nous avions demandé, pour la salle qui nous a été attribuée, nous, l'opposition, que l'Internet soit installé, savoir si c'était prévu dans le plan de 2022. Alors, si vous n'aviez pas quitté les locaux qui vous étaient préalablement affectés, vous l'auriez toujours. Nous l'avons demandé à la métropole. Et nul doute que votre groupe doit avoir des entrées à la métropole que je n'ai plus. Et donc, en tout cas, la demande faite par la ville auprès de Bordeaux Métropole, elle a bien été faite. Donc, c'est en attente de... Voilà, et Madame Salé, qui s'occupe des salles municipales, vous confirme que ça prendra le temps que ça prendra, mais que la demande par la ville n'a pas été faite. Mais vous pourriez critiquer la métropole avec moi si c'était trop long, évidemment. En tout cas, ça a été fait par la ville, mon cher collègue. Pas d'autres questions? Est-ce que ça appelle des commentaires, des votes négatifs ou des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Pôle d'échange multimodal de Talence-la-Médoquine, convention de financement des études avant-projet.
Alors c'est une délibération technique, mais importante. D'abord, c'est le bon signe, c'est que le projet et l'avancement de la gare de la Médoquine, qui est fermée, je vous le rappelle, depuis pratiquement 73 ans maintenant au trafic voyageur, devrait réouvrir aux alentours de la mi-2025. Nous avons eu, je crois qu'on vous a donné les éléments, Madame la sénatrice, compte tenu des points qui ont été faits. J'attire votre attention d'ailleurs qu'on vous a communiqué des documents, mais qui n'ont pas vocation à être publics, parce qu'il s'agit de comptes rendus de réunions ou de plans qui ne sont pas publics. Ce ne sont pas les miens, hein, évidemment. Vous dire que donc cette convention permet à la ville de payer. Ça, c'est pas forcément la meilleure des nouvelles, mais c'est normal qu'on y participe. Vous dire donc que là, il s'agit de valider la participation pour l'intégralité de la phase étude à hauteur donc de 94 200 € hors taxe pour toutes les études. Donc ça, c'est la convention. Elle est donc il y a une sœur jumelle qui va être votée, qui a été votée à la région pour ce qui concerne la région, et donc une autre sœur jumelle, la triplée, à la métropole, qui sera votée dans le cadre du prochain Conseil de Bordeaux Métropole, qui permet tout simplement à tout le monde de signer le même document. Il vous est donc vous dire que donc ce projet avance bien. Les AVP ont été validés. On espère avoir un retour de ces AVP on va dire dans le courant de l'année prochaine, à partir de la moitié de l'année prochaine, de manière à passer en phase réalisation du pôle d'échange de la Médoquine. La position de la ville, évidemment, sur ce pôle d'échange, c'est d'interdire toute expropriation. Et c'est le sens du scénario qui a été trouvé par les SNCF et par les équipes de la métropole. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous dire, et j'ai eu une discussion avec le président de Bordeaux Métropole, que j'interrogerai officiellement, mais qui m'a donné un avis favorable. Il n'y a pas vraiment de règles qui régissent les participations financières des villes sur l'ouverture des gares. Ainsi, certaines villes, j'en ai 2 en tête, n'ont pas payé pour la ouverture de la gare. La dernière halte qui s'est ouverte, c'est celle de Sainte-Germaine. Et le Bouscat avait payé une quarantaine de milliers d'euros, on va le dire comme ça, pour la partie étude, et un peu plus de 160 000 € pour la phase réalisation. Donc ce qui fait grosso modo 200 000 € pour l'intégralité de la phase. Ce que j'ai indiqué au président de Bordeaux Métropole, c'est que les pourcentages qui avaient été appliqués au Bouscat n'étaient pas des pourcentages qui pouvaient être tenus par la mairie de Talence, puisqu'évidemment, comme le projet de la halte de la Médoquine est d'une toute autre ambition et donc coût, puisque je vous le rappelle qu'il y a un pont supplémentaire, une passerelle supplémentaire qui va être créée. Il n'appartenait pas aux Talençaises et aux Talençais d'être, on va dire, appelés à un montant en valeur numérique du même montant que d'autres haltes. Et comme il n'y a pas de règles, tout ça nécessite un accord politique, comme ça avait été le cas d'ailleurs pour le Bouscat. Je m'en suis assuré auprès du président Bobet de l'époque. Et donc l'idée, ça sera de caper la participation de la ville à un montant en valeur en euros exactement identique à celle du Bouscat, c'est-à-dire grosso modo 200 millions, non, 200, là on finançait pas la remarquer, mais là ça va être un peu dur, 200 000 € pour toute la phase, donc de manière à ce que la ville apporte sa contribution et bien évidemment ne soit pas pénalisée par le caractère technique très important qu'il y a dans cette gare, et donc sauvegarder nos finances publiques. Puisque le projet devrait atteindre entre 15 et 20 millions d'euros. On verra tout ça en fin de phase de réalisation. Donc voilà, et c'est la raison pour laquelle tout est indiqué dans cette délibération, mais je voulais vous l'exposer. Prochaine étape, donc l'avant-projet qui devrait être rendu au printemps. Vous le savez qu'en ce moment, en plus, il est beaucoup question de débat sur le ferroviaire, du RER et de la GPSO. L'espace public, donc il y a une délibération également qui est en cours pour tous les espaces publics, et notamment les espaces de parking et de multimodalité. Et donc j'espère qu'on passera donc dans la phase d'exécution à compter de la fin de l'année prochaine, donc pour une livraison mi-2025. En tout cas, pour l'instant, le calendrier est tenu. Et donc ça démontre une bonne volonté de la part de tout le monde. Voilà ce que je voulais vous dire. Madame de Marco. Merci, monsieur le maire. Je pense que cette gare, on pourrait l'appeler l'Arlésienne, si ça continue. Je sais toute l'énergie que vous mettez, bien sûr, pour réussir à ce que cette gare puisse ouvrir. C'était un engagement de votre campagne. Elle devait ouvrir en 2023. Bon, donc aujourd'hui, des études complémentaires doivent avoir lieu, puisque les scénarios, si j'ai bien compris le document que vous nous avez envoyé, projetaient que les quais soient faits au niveau donc, de la gare, du bâtiment, et que ce scénario 5 qui est avancé, ça sera au-delà pour ne pas
exproprier les riverains, les jardins des riverains, alors qu'il me semblait que, et j'avais cru comprendre que les 10 mètres qui avaient été suffisants, et c'était les premières études, étaient suffisants pour faire les différents quais. Enfin, toujours est-il que maintenant, je me souviens très bien, il y a plus de 10 ans, où quand a été inscrit le projet d'étude de la gare de la Médoquine, celui du Bouscat a été aussi inscrit il y a 10 ans. Et j'ai bien vu que, en définitive, la volonté du président de région était plutôt de pousser le Bouscat, voilà, plutôt que la gare de la Médoquine. Et aujourd'hui, ça serait intéressant de demander à la ville de Pessac, je sais que ce n'est pas la même personne, mais de participer, parce que là, on la repousse, elle est pratiquement à la limite de Pessac. Pessac est juste là, la délimitation n'est pas très loin. Alors peut-être pourriez-vous partager, je vous suggère, la Somme avec la ville de Pessac, puisque vous êtes riverain, on est riverain avec Pessac sur l'implantation de cette gare. Bon, non, mais c'est une suggestion. Alors bon, dans ces conditions, vous comprenez bien que nous allons bien sûr approuver cette délibération en vous demandant donc de négocier donc la participation de la ville de Pessac. Ça, c'est pas une bonne idée. Alors, c'est repoussé encore de 2 ans. Bon, c'était 2023, maintenant ça sera 2025. Je vais vous laisser terminer, ma chère collègue. Espérons que ce soit 2025. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Alors, d'abord, vous avez dit, et je voudrais vous remercier toute l'énergie que j'y mets, je vous le confirme, j'ai envie de dire que nous y mettons, ça fait des années maintenant que les associations, que mon prédécesseur ici présent et l'ensemble des élus qui l'ont accompagné ont mis une énergie folle. Et aujourd'hui, avec beaucoup de sourire, quand je vois tout un tas de représentants politiques nous dire à quel point cette gare de la Médoquine, c'est inimaginable qu'elle soit fermée, je rappelle que Talence est la seule ville en France de plus de 40 000 habitants à avoir une gare physiquement là et non desservie. C'est tellement évident que ça fait 73 ans qu'elle est fermée. Je me permets quand même de ne pas tout à fait être d'accord avec vos propos, je vais vous répondre après sur Pessac. Quand on en est quand même à valider les études qui arrivent aux avant-projets, on n'en est pas aux pré-études d'études préliminaires, aux études là-dessus. On a vraiment aujourd'hui une volonté conjointe de l'ensemble des participants. C'était le cas sous la précédente mandature et ça a été confirmé depuis. Je voudrais vous dire que le président de la région, que le président Alain Anziani, lorsqu'ils sont venus, quelques semaines d'ailleurs avant les régionales, se sont engagés par écrit et donc au financement de cette gare. Il y a quand même une côté technique qu'il ne faut quand même pas mettre de côté. Hein. Ça paraît simple le fait de dire il y a un bâtiment gare, oui, mais aujourd'hui il manque de quais, puisque la gare de la Médoquine n'est pas équipée de quais pour notamment la partie qui sera la plus utilisée pour la partie en fait qui relie Bordeaux à Arcachon. Donc, c'est pas simple. Là où je pense que vous méprisez, c'est que les études préliminaires, donc les études de scénario ont été faites et elles ont permis, il y en avait 4, et c'est justement les études complémentaires qui ont été faites à la demande de la métropole et de la région de trouver une cinquième solution. C'est celle qui a été trouvée, qui permet en fait d'avoir 3 quais, grosso modo, au niveau de la gare et un 4e qui est un tout petit peu plus en amont, un peu plus vers Pessac, mais qui est quand même juste de l'autre côté du pont, puisque depuis le pont de la mission Aubryon, on pourra desservir des deux côtés, un peu comme on le fait aujourd'hui à Pessac-Alouette. Et le fait de positionner ce quai en amont permet d'éviter toutes les expropriations le long. Deuxième chose, je pense aussi aux riverains, il y en a une dizaine qui sont là, ils n'auront pas la gare, enfin en tout cas ils auront une partie de la gare qui sera un petit peu déportée. Et par ailleurs, mais je pense que vous connaissez bien ce dossier, indépendamment d'avoir fait arrêter les trains, aujourd'hui excaver toute la partie bétonnée, c'est éminemment très compliqué et donc il vaut mieux se prémunir de ça et d'avoir un quai qui soit très légèrement déporté. Donc aujourd'hui, moi ce que je peux vous dire après avec la gare de la Médoquine, là où je vous suis, c'est qu'il faut toujours, on sera content quand on coupe pas le ruban. Vous parlez de 2023-2025, c'était fin 2023 et on est à mi-2025. On a pris effectivement 18 mois de retard, mais il ne vous aura pas échappé quand même que le Covid est passé par là et n'a pas permis d'accélérer le processus. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je signe pour une gare mi-2025 et surtout, le plus important, c'est que les études d'AVP soient validées et qu'après on passe en phase exécution parce que la programmation de la construction de cette gare et de la rénovation de cette gare va être très complexe. Aujourd'hui,
lorsqu'on se compare avec Sainte-Germaine, le trafic n'est absolument pas le même. Vous avez à la Médokine des TGV qui passent. C'est pas tout à fait la même chose. Pardon, j'ai dit TGV. Mais vous avez des trains à grande vitesse qui passent. Et donc, c'est pas tout à fait la même chose que la halte de Sainte-Germaine qui n'est que sur le tronçon qui va à Pauillac, qui est un tronçon important, mais qui n'est absolument pas le même en matière de trafic de train. Donc, c'est très complexe. Le pont doit être étendu pour permettre notamment l'accessibilité des gens à personnes réduites. Donc, je pense qu'il faut vraiment se réjouir de ça. Quant à participation de Pessac, vous ne m'avez pas demandé le montant, je peux toujours lui demander 1 euro symbolique, ceci dit, là-dessus, mais je ne ferai pas part de votre demande au maire de Pessac pour la bonne et simple raison, c'est que la ville de Talence va mettre une partie du financement, et puis pour vous faire plaisir, la ville de Pessac finalement elle y participe, puisque comme la métropole met de l'argent et que Pessac met de l'argent dans la métropole, quelque part votre demande est déjà satisfaite. Voilà, en tout cas il n'y aura pas de participation directement. Mais on n'est pas à Pessac, hein, on est d'à côté des vignes du Haut-Brion. Alors monsieur le sénateur. Oui. Juste une réflexion. Je constate une fois de plus que le mieux est l'ennemi du bien. Pourquoi je dis ça? La première fois que j'ai eu un projet chiffré, c'est à l'époque où Pessac allait lancer aussi son projet de gare des échoppes. Et nous avions une critique facile qui était de dire les échoppes, à l'époque, c'était estimé à 17 millions d'euros. Et nous c'était entre 4 et 6. Vous voyez? Donc le temps a évolué, Pessac était passé à 35 ou je ne sais pas combien, et nous on arrive pareil à 2 fois, 3 fois, 4 fois la somme. Alors je comprends que Monique veuille faire règlement de compte au quai de Talence, et c'est la même ville. Le maire de Pessac était aussi président de la région. Et notre petit retard lui est un peu dû. Alors je ne sais pas s'il faudrait demander à la région, ou à Alain Rousset directement, de faire un geste aux anciens vice-présidents du conseil régional. Et nous étions d'ailleurs ensemble pour essayer d'inscrire ça dans le plan État-région de l'année 1780, et ça n'avait pas abouti. Écoutez, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'en juin 2023, on aura la fin des études, la signature des OS, avec début des travaux. Donc c'est long, mais je crois qu'on est vraiment sur la bonne voie. Madame de Marco. Non, mais monsieur le maire, vous ne me prenez pas. Je lis seulement le document où je vois que la ville de Talence participe donc à 10%, la clé des répartitions c'est 10%, 94 200 euros. C'est dans ce cadre-là que je demandais la participation de la ville de Pessac. Donc oui, voilà, c'est simple. Et également, si c'était possible, que vous puissiez faire un point avec ce fameux groupe de travail qui était informel, Gare de la Médokine, qui avait été constitué il y a 3-4 ans, pour faire un point d'étape. Alors, c'est un peu le fourre-tout de la remarque. Je ne vais pas demander à la ville de Pessac. Est-ce que la ville de Talence a participé à la gare de Pessac? Non. Vous voyez, mais voilà. Après, vous savez que dès qu'il s'agit que Talence paye moins, mais là, Pessac n'y est strictement pour rien, et surtout pas le maire de Pessac actuel. Moi, je suis très fier, et moi, je trouve ça tout à fait normal que la ville participe. Et encore une fois, Pessac y participe là-dessus. Le groupe de travail informel, d'abord, aujourd'hui, ce ne sont plus des groupes de travail informels, ce sont des comités de pilotage dans lesquels siège Clément Rossignol-Puech. Je vous le présenterai si vous ne le connaissez pas. Vous avez également Claude Mélier. Aujourd'hui, ce sont des groupes de travail constitués qui permettent d'avancer techniquement sur le projet. Aujourd'hui, est-ce que, évidemment, Madame Rondeau n'est pas là, mais Frédéric Tabourin, ma première adjointe, pourrait vous en parler. On aura évidemment, à un moment ou un autre, on va aussi revenir vers les habitants par rapport à la gestion de la partie espace public. Mais on n'en est pas encore là, puisqu'il faut d'abord avoir un délégataire, et donc c'est la raison pour laquelle on participe avec François Gestin et Guillaume Garrigue au futur choix du détenteur des marchés pour les espaces publics, de manière à ce qu'on puisse co-construire avec les habitants cette notion d'espace public, et nul doute que vous y serez évidemment invités. Voilà. Peut-être que c'est ce qui nous sépare. Je ne suis pas docteur S groupe de travail ou conciliabule au comité Théodule. Je pense que tout ça a été très utile en son temps. Aujourd'hui, on a des études qui sont très opérationnelles et on aura l'occasion évidemment de continuer. Alors,
Ah ben, je vous ai déjà donné 2 fois la parole, Madame la sénatrice, mais jamais 203. Allons-y. Grande bonté, comme vous pouvez avoir toujours le dernier mot, et moi aussi, mais je m'arrête là. Alors, gagez, Madame, Je le ici, que jure. c'est moi qui l'ai aimé. Je retiens juste la première partie de votre phrase. Je suis un C'est homme ce d'une qui- grande bonté. Oui. Au fur et à mesure des conseils, j'ai l'impression, plus vous vous rapprochez de moi, plus j'ai l'impression que l'évidence vous frappe. Bon. Alors, Non, mais c'était juste une suggestion que je vous faisais. Ce fameux groupe de travail qui a été instauré il y a 3 ans, je crois, ou 4 ans, c'était juste pour faire un point d'étape, pour présenter ce projet, puisque vous dites que les documents que vous m'avez communiqués, je ne peux pas les communiquer. Et si vous pouviez leur communiquer, ça serait bien. C'est tout. C'est ma seule demande. je ne vous ai pas fermé la porte. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, on vous a transmis ces éléments-là. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on organise en son temps une réunion informelle. On n'a pas besoin d'un groupe de travail déterminé de manière à ce qu'on puisse avancer. On vient d'avoir le compte-rendu de la réunion qui s'est tenue au mois d'octobre. Aujourd'hui, on a quand même un scénario qui est probable. Et moi, j'ai aucun problème pour qu'on organise ça. Je regarde Guillaume Garrigue, je regarde, il y a aussi Madame Myriard pour les grands projets partenariaux. Et donc, je vous propose qu'on monte une réunion sur ça. Ça va être juste de présentation, mais voilà, en tout cas, pas de problème là-dessus. Une information interne, d'accord ? Alors, y a-t-il des votes contre ou des abstentions sur ce projet? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Alors, rapporteur, Monsieur Duhart, c'est vous qui passez, Monsieur le maire. Alors, convention de financement, appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. Oui, alors je vais, compte tenu de l'absence non prévue de M. Duhart, présenter cela moins bien que lui, mais là-dessus, vous dire, bon, c'est une délégation relativement classique, en tout cas, c'est dans le cadre du plan de France Relance, vous avez eu donc un certain nombre d'appels à projets. On a co-construit avec le service éducation, et notamment M. le conseiller numérique, M. Dupuis, donc en septembre 2020, un projet de déploiement du numérique dans les écoles, qui est conforme à la partie référentielle. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir d'abord donner des équipements identiques indépendamment de l'ensemble de toutes les écoles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on donne en élémentaire, qu'est-ce qu'on donne en maternelle, d'accompagner un certain nombre de projets spécifiques dans certaines écoles, notamment quand les personnels éducatifs veulent faire. Et donc, ça vous permet en fait donc, de signer cette convention de financement qui servira de paiement à une subvention. Voilà, en tout cas, ce sont des bonnes nouvelles. Et vous dire que Talence avait été en son temps très précurseur sur les tableaux numériques. Aujourd'hui, on achève quasiment l'équipement de l'ensemble des classes, qui fait qu'on arrive à une dotation quasiment identique dans toutes les écoles, et avec des choses qui fonctionnent bien, même si, vous le savez, l'informatique ne sera jamais qu'un outil et en aucun cas un supplétif. Est-ce qu'il y a des demandes de parole, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Avenant de prolongation de la convention relative à la mise en place d'un PEDT sur la commune de Talence. Alors, compte tenu de la crise du Covid, donc, il vous est proposé donc, de proroger d'1 an le PEDT, donc d'un an, pour nous permettre d'aller jusqu'à la fin 2022, de manière à ce qu'on puisse parler au cours de l'année prochaine du PEDT qui servira aux années 2022 à 2025. Évidemment, le Covid n'a pas permis la réunion des groupes de travail, des groupes de consultation, et donc ça nous permettra d'avoir 1 an et de plus. Vous rappelez que le comité de pilotage aujourd'hui siège indépendamment, donc M. Duhart, Mme Fabre-Tabourin, Mme Chadebost, Mme Madrid, M. Martilly et Mme Kellier. Donc on reproduit ce groupe de travail pour 1 an pour aller au-delà. Pas de remarques? À l'unanimité, je vous remercie. Rapporteur, Monsieur Gestin. Produit admis en non-valeur. C'est ça l'équipe, Madame la maire adjointe. On se soutient les uns les autres. On va peut-être vous faire amener du miel de Talence, comme on en a récolté. À mon avis, ça va vous faire du bien. Vous allez voir, il est excellent. Une délibération classique pour vous permettre donc de ne pas recouvrer justement. Vous dire que donc il y a 12 250 €. Vous avez évidemment, comme d'habitude, la très grosse part, c'est tout ce qui est frais de restauration scolaire et garderie. Vous avez des occupations, un loyer à 110 € et un encart publicitaire à 231 €. Vous dire que ce sont des montants. L'année dernière, on avait on arrive
pour l'année 2021 à 20 000, puisqu'on en avait déjà passé une il y a quelques mois, donc qui était de 8 000. Donc on arrive à peu près à 20 000 euros, ce qui est à peu près la même chose qu'en 2020, un peu plus qu'en 2019. Vous dire que quelques villes proches, mais que je ne citerai pas, ont certaines comparaisons, je l'ai vu, qui sont parfois 10 fois plus ça. Donc c'est classique, et ainsi va la vie. Pas de remarques, pas de vote contre, pas d'abstention. Très bien. Exercice budgétaire 2021, budget principal, décision modificative numéro 2. Je vais vous rappeler, comme dans toute délibération municipale, une fois qu'on l'aura voté, évidemment, de signer l'imprimé qui va vous être remis par Monsieur Dominique Merlin et donc de vous le faire passer les uns les autres afin d'y apposer votre signature avec votre stylo. Cette décision modificative que vous avez forcément regardée, analysée, scrutée, permet surtout donc de procéder comme d'habitude à des ajustements nous permettant de rembourser les abonnements pris par les Talençais pour les activités culturelles. Donc on a remboursé plus aux Talençais, on avait prévu 100 000 euros de remboursement, vous savez, pour les activités qui n'ont pas eu lieu, et donc on passe de 100 000 à 200 000. De procéder au paiement des factures qui sont liées, on en avait parlé avec vous, Monsieur Bardin, donc des travaux qu'on fait sur l'immeuble qui c'était rue La Liberté, pour lequel la ville se met à la place du propriétaire, donc pour 77 000 euros. Ça, c'est pour la partie dépenses. Les 2 dépenses supplémentaires seront couvertes par la réduction des frais estimatifs des charges du personnel qu'on majore toujours dans le cadre des budgets, donc 100 000 euros. Et donc la refacturation des mêmes travaux, donc c'est un jeu à 100 000 pour 77 000 euros. Cette décision modificative est aussi l'occasion de passer à une écriture d'ordre. C'est une demande de la trésorerie dans le cadre d'une cession à titre gratuit d'une parcelle de terrain à Bordeaux Métropole. Voilà, donc il s'agit d'ajustements très techniques. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Bardin. Non, il n'y a pas de questions, juste que nous ne prendrons pas part au vote, c'est tout. J'avais un espoir, un conseil à l'unanimité, vous. Alors, parlez-vous. Est-ce que vous parlez pour l'ensemble de votre groupe, que me dit Madame Kelly? Pour l'ensemble de Talents en Transition, Madame Kelly. De même quoi? Que nous, que eux? Très bien. Donc, les oppositions ou l'opposition, puisque les différences sont parfois ténues, ne participent pas au vote. Je vous en remercie. Donc, on va vous faire passer le papier pour signature. Rapporteur, M. Herschok, adjoint président du Conseil communal 4, Le Bijou, Compostelle, Rabat et Thouars. Subvention exceptionnelle à l'association sportive Football Club Talence. Oui, bonsoir, chers collègues. Donc, le Football Club Talence accueille plus de 200 enfants de moins de 18 ans. Cette demande, elle est sous-tendue par un diagnostic. Il faut savoir que la crise du Covid a distendu les liens entre les jeunes, les dirigeants et les parents. Un diagnostic aussi, une observation que beaucoup d'enfants arrivaient sans être alimentés alors qu'ils s'apprêtaient à pratiquer une activité sportive. Les dirigeants ont donc décidé de sensibiliser les enfants et les parents au respect d'une bonne hygiène alimentaire. Cette démarche que portent les dirigeants du club, tout le staff sportif, se décline autour de 3 axes: organiser des temps d'échange, une mise en place aussi d'une solidarité alimentaire au sein de l'association, qui est justement avec des petits déjeuners, et la création aussi d'un lieu de vie au sein de l'association. C'est aussi un support pour permettre la rencontre avec les parents et les enfants, et remettre du lien justement qui a été justement un peu distendu avec cette crise du Covid. Donc je vous demande de bien vouloir accepter cette procédure et d'autoriser le versement d'une subvention de 1 500 euros à l'association Football Club Talence. Y a-t-il une demande de prise de parole? Madame Kelly. Oui, je voulais savoir qu'est-ce qui est demandé comme retour, en fait, une fois que l'action est faite, quand on donne ce genre de subvention. Alors, sur les retours, ça c'est un principe général. À chaque fois qu'il y a une demande de soutien financier qui est faite aux conseils communaux, l'association en question revient auprès des conseillers pour remettre un bilan et pour parler pour dire en quoi cette subvention a été mise.
Ça a été le cas sur par exemple, sur plusieurs actions. On a soutenu, les conseillers ont soutenu des grosses animations de quartier. Et par exemple, avec l'association Mixité, ces derniers sont revenus auprès des conseillers communaux pour remettre un bilan, pour reparler de l'action, des effets aussi de cette action sur le quartier. Donc là, en l'occurrence, les dirigeants du club vont revenir et pour parler à la fin, une fois que l'action sera développée, pour dire en quoi elle a été positive pour les enfants. Il faut savoir aussi que cette action n'a pas pour vocation à être renouvelée. Il y a un soutien une fois, mais les dirigeants du club prolongeront, pérenniseront cette action. C'est une action, on va dire, un peu expérimentale. Ils se sont réorganisés, le football club de Talence, en pôle. Et il y a un pôle sportif, un pôle performance et un pôle aussi social. Cette action-là, elle concerne vraiment, elle est développée vraiment par le pôle social du club. Très bien. Madame Kellier. Donc c'est toujours pour comprendre, c'est quelque chose qui est formalisé, c'est-à-dire quand il y a une subvention qui est donnée, y compris par les conseils communaux, c'est comme si c'était la mairie qui donnait cette subvention, c'est ça? Alors, il n'y a que, en fait, par délégation, on ne peut pas donner une entité juridique propre au conseil communal. Oui. Donc, par définition, en revanche, ce qu'on s'interdit, c'est que ce qui est voté par les conseillers communaux à chaque conseil communal est retranscrit tel quel, à condition évidemment que tout ça est une base légale, juridiquement encadrée, mais c'est la mairie qui donne la subvention. C'est un petit peu comme si jamais on avait donné 1 500 € de plus dans le cadre des subventions classiques. Ce que vient de vous expliquer M. Herchouk, c'est le fait de dire que ce que l'on essaie de faire vis-à-vis des subventions, c'est que chaque président de conseil communal et chaque conseil communal donne une subvention, on va dire, de départ de manière à initier, et après il appartient à la ville, si elle le souhaite. Par exemple, dans le cadre du FC Talence Football, si on souhaite pérenniser cette action et si on s'aperçoit qu'il y a un écart de subvention, dans ces cas-là, ça sera à la ville, dans le cas de ces subventions pluriannuelles qu'on votera en début d'année 2022, éventuellement de proroger l'opération. Mais en tout cas, il n'y a pas de lien juridique direct entre le conseil communal et l'association, c'est la ville qui donne tout cela. Et comme c'est la ville, évidemment que toutes les preuves de la dépense ou de la réalité de la dépense sont demandées après par le trésorier général, donc tout ça est encadré, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, enfin, c'était moins ça qui m'inquiétait que ce que vous avez dit, M. Herchouk, c'est-à-dire le retour sur un peu évaluatif, quoi, c'est-à-dire sur les effets qui ont été perçus par l'action. On est en train on parle de donner à manger, un petit déjeuner à des gamins, donc on le fait aussi dans le cas des écoles, donc je pense qu'il n'y a pas de remarques particulières. Si je peux me permettre. Et puis également, il faut savoir que le conseil communal aussi, il y a plusieurs groupes. Il y a le groupe aussi Force Vive. Et les clubs sportifs sont aussi partie prenante du conseil communal. Donc c'est une information qu'ils apportent aussi à tous les conseils communaux. Voilà, donc ils sont vraiment intégrés dans le conseil communal, avec d'autres associations également. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je n'en vois pas. Merci. Subvention exceptionnelle à l'association Talence Nouvelle Génération. Alors il faut rectifier, il s'agit de Toars Nouvelle Génération, il y a une erreur dans la délibération. Donc c'est une association, c'est une aide pour soutenir justement là encore au démarrage d'une association de jeunes qui souhaitent s'investir sur leur quartier, en l'occurrence Toars, dans le développement d'actions, dans le développement aussi du lien social entre les habitants. Je profite de l'occasion justement pour remercier les acteurs jeunesse. C'est pas une association qui est arrivée comme ça. C'est un long travail. C'est un long travail de proximité éducatif qui a été mis en place par les acteurs jeunesse, les centres sociaux, les éducateurs et là en l'occurrence les médiateurs. Ce sont des jeunes qui étaient un peu aussi en tension avec les institutions, qui étaient dans une certaine défiance. Et ce travail-là a permis de passer justement d'une logique de tension à une logique plutôt de projet et constructive, jusqu'à ce que ce groupe de jeunes se monte en association, comprennent ce que c'est aussi l'implication citoyenne. Et c'est vraiment tout à leur honneur. Donc je souhaite, on n'en parle peut-être pas assez, de ce travail de fond qui est mené par les acteurs de terrain
et qui donne aujourd'hui ce résultat-là. C'est un travail, c'est un peu la pierre de Sisyphe, le travail qu'ils mènent. C'est jamais gagné, mais leur engagement au quotidien permet aussi ce type d'initiative. Voilà. Donc, Et on est vraiment en droite ligne des politiques de prévention dont on avait parlé quand on avait parlé du plan prévention sécurité. On est là sur le renforcement des moyens sur la prévention et donc des actions qui n'ont pas de prix, qui ont un coût, mais qui n'ont pas de prix. Madame de Marco. Oui, je vous remercie d'abord de nous avoir transmis les statuts de l'association pour aujourd'hui. J'avais également demandé quel était le projet de cette association. Merci des explications que vous avez posées. Mais écoutez, c'est une belle initiative qu'il est nécessaire d'accompagner, c'est évident. Ensuite, je vois qu'ils vont s'investir dans un projet de visite du Parlement à Paris. Donc, je présume que c'est l'Assemblée nationale ou le Sénat ou les deux. C'est les deux, c'est bien. Sachez que nous sommes, monsieur le sénateur et moi-même, à leur disposition pour les rencontrer, parce qu'une visite, ça se prépare. Demain, je suis dans un lycée, là, je fais 3 classes pour expliquer d'abord comment on construit la loi, qu'est-ce que le Sénat, etc., son action. Et je suis à la disposition donc de ceux qui le souhaitent pour, je pense que monsieur Casabonne également, pour justement préparer cette visite. Et il me semble, et moi je voudrais, je n'ai pas la confirmation, mais que l'on peut donc aider au financement du déplacement de jeunes. Donc c'est peut-être à envisager avec monsieur Casabonne, non? Oui. Mais voilà. Je suis prêt à vous recevoir pour vous expliquer comment ça. C'est-à-dire que moi je suis pas du tout dépensière, donc et je suis sûre que vous pourrez nous donner de bons conseils. Voilà, d'accord. Bien. Sérieusement, il faut que vous essayiez de grouper les jeunes qui viennent, Oui. de grouper les visites. Ah oui, mais là j'en ai plusieurs, oui. Bon. La concorde sénatoriale ayant été atteinte et la ville ayant économisé les frais, ce dont je vous remercie, Madame de Marco, qu'il soit noté au procès-verbal que Madame de Marco participera directement à tout cela. On me faisait remarquer, Madame de Marco, qu'il faudrait peut-être que vous demandiez au maire de Bordeaux, puisque comme la gare d'Amédoquine est très proche de Bordeaux, peut-être que vous pourriez le demander également au maire de Bordeaux, parce que finalement on est à peu près à équidistance de Bordeaux. Je ne vous dirai pas qui a osé dire ça, mais j'ai trouvé ça très drôle. Et mais je ne sais pas, ça dépend de là où vous êtes. Alors en tout cas, je vous confirme que je suis beaucoup plus proche de Pessac que de Bordeaux. Après, c'est selon les orientations géographiques. Monsieur le sénateur. Un mot là, sérieusement. Nous avions évoqué avec Denise Grélard, qui n'est pas là, un autre type de déplacement au-delà des institutions. C'était ce que j'avais fait il y a 8 ans ou 9 ans. On avait fait 2-3 déplacements sur des lieux comme Auschwitz. Ça peut être un autre lieu, mais c'est quand même le plus emblématique, profitant à ce moment-là de l'aide qu'apporte le Mémorial pour la Shoah, puisque c'est eux qui participaient beaucoup au voyage en avion, c'était le plus cher. Et il y a des lycées qui avaient redemandé. Alors je ne sais plus quand revient le tour de la Gironde dans le choix du mémorial. Je sais que le CAJ s'est rapproché d'eux. Denis Grenard s'était engagé, moi j'avais dit qu'on y participerait. Sénat, pas mairie, je n'engage pas la mairie, mais nul doute qu'elle s'engagera aussi. Mais c'est une expérience irremplaçable. Et je vous confirme, enfin je regarde Jean-François Larose, que je crois que le voyage est prévu sur 2023 et que j'ai demandé personnellement à ce qu'effectivement on monte ce voyage mémoriel du côté de la Shoah avec les équipes du CAJ et indépendamment de ce que feront les autres collectivités, je crois que ce devoir mémoriel, après cette très belle cérémonie du 11 novembre, je regarde celles et ceux qui y participaient, prend tout son sens, y compris dans des périodes troublées politiquement. Et dans votre réflexion, je dis par expérience, il faudrait que ce voyage se fasse au mois de février. Pourquoi je dis ça? Je l'ai fait au mois d'avril, je l'ai fait en février. Au mois d'avril, vous avez des fleurs partout, c'est magnifique, on dirait un camp de vacances. Il y a même des jeunes Israéliens qui se promenaient avec des drapeaux qui couraient. Au mois de février, quand la nuit tombe à 17h, qu'il fait un froid de canard, c'est autre chose en termes de ressenti. Je suis d'accord. Bien, la concorde sénatoriale est donc ayant été établie et les sous de la ville préservés. Félicitations, monsieur le maire adjoint, vous avez gagné quelques subsides supplémentaires qui seront évidemment, qui tomberont dans les poches de la ville et qui ne seront pas... Non, rien du tout.
Y a-t-il des observations, des abstentions, des votes contre? Il n'y en a pas. À l'unanimité, merci. Subvention exceptionnelle à l'association Sport pour tous. Alors le Covid a suspendu ce rendez-vous annuel, ce Noël solidaire, qui existe maintenant depuis un peu plus de 10 ans, je pense, de mémoire, pour les enfants, mais aussi pour les habitants du CC4. Donc les conseillers ont souhaité réactiver cette fête, ce rendez-vous annuel, qui concerne un peu plus de 180 personnes et à peu près 200 jeunes aussi, sur le goûter de Noël. Donc en 2 temps, un goûter le 15 et une soirée repas le 17. Voilà. Là aussi, je parlais tout à l'heure de Noël symbolique. Je voudrais aussi remercier les bailleurs qui participent à l'organisation de ce repas, puisqu'ils donnent 1 700 €. On demande une participation à toutes celles et tous ceux qui peuvent, à hauteur de 2 €, donc pour qu'on puisse effectivement avoir un beau Noël solidaire. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. À l'unanimité, je vous remercie. Rapporteur, Madame Thomas-Pitot. Monsieur le maire. Reconduction du poste de maçon. 2 pots de miel pour Madame Chabat. Je voudrais vous dire que le maçon dont on parle, puisque vous savez, j'y tiens beaucoup, on conserve des travaux qui sont faits en régie, ce qui nous permet de faire des économies, d'aller beaucoup plus vite et d'avoir des travaux très qualitatifs dans les bâtiments municipaux ou ailleurs. Donc le maçon dont on parle a été recruté en 2019 sur le poste d'un agent qui a été affecté au cimetière et que donc on vous propose de reconduire ce poste puisque l'agent est toujours délégué au cimetière. Monsieur Bimboire. Bien, monsieur le maire, il est précisé, en l'absence de candidat fonctionnaire pour le poste proposé en qualité de maçon, la candidature d'un contractuel ayant les qualifications et l'expérience requises avait été retenue à compter du 26 novembre 2019, puis renouvelée pour 1 an par délibération du 9 novembre 2020. Le fait de ne pas avoir de candidat fonctionnaire est lié au manque d'attractivité, c'est marqué au niveau du salaire, on peut se poser la question, en particulier, mais également donc, aux difficultés de recrutement dans la profession, ce qui est la réalité. Puisque l'agent donne entière satisfaction, il nous est demandé de le reconduire une fois de plus dans les mêmes conditions et à temps complet. Nous avons une proposition, puisque cette personne correspond à nos attentes, monsieur le maire et mesdames et messieurs les conseillers, mais pourquoi ne pas l'embaucher, quoi? Alors, oui, pourquoi pas. D'abord, je ne connais pas de fonctionnaire, de contractuel qui, ayant donné satisfaction dans quelques services que ce soit dans cette collectivité, ne se soit pas vu proposer une embauche. Dans votre question, il y a plusieurs remarques auxquelles je souscris pleinement. D'abord, et ce n'est pas propre à la mairie, c'est dans beaucoup de collectivités et c'est aujourd'hui de plus en plus le cas, on a un certain nombre de postes sur lesquels il y a une totale absence de candidature, notamment les métiers de main. Aujourd'hui, on a une vraie difficulté, c'est toujours frustrant d'avoir un grand nombre de personnes au chômage et malheureusement peu de personnes qui se présentent. Donc, ce n'est pas forcément qu'une question d'attractivité salariale. On aura toujours et on pourra toujours se comparer à d'autres collectivités qui paieront mieux ou qui vous proposeront d'autres choses et on n'a pas vocation malheureusement là-dessus, même si il y aura des actions qui vont être faites, je regarde le directeur général des services, notamment dans le cadre de la réforme du RIFSEP, qui permettront notamment sur les catégories C, notamment sur les débuts de carrière, d'avoir des choses qui sont un peu plus concurrentielles. Ça, c'est l'objet de négociations salariales qui sont en cours et qui aboutiront très, très prochainement. Sur la règle, et ça a toujours été comme ça, on prolonge. D'abord, je vous rappelle que cette personne, elle est en remplacement de quelqu'un qui est détaché. Ça veut dire que si la personne détachée devait revenir, ben cette personne-là, de droit, récupérait son poste. Donc, dans le cas que vous donnez, ben je ne peux pas recruter quelqu'un sur un poste qui n'est pas vacant. Si demain, en revanche, on ouvrait un nouveau poste de maçon, d'abord, il faudrait l'ouvrir à d'autres fonctionnaires, parce qu'une vérité de 2019 ou 2020 n'est pas forcément celle de 2021 ou 2022, et là, on pourrait se poser la question. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que quand on a des gens... D'abord, on a vraiment eu, et je pense qu'on peut s'en féliciter collectivement, on a une vraie politique qui ne consiste pas, contrairement à beaucoup d'établissements publics, à prolonger les CDD en veux-tu, en voilà, au bout d'un moment, on donne une vraie visibilité.
Il y a des règles qui sont établies par l'administration qui sont toujours identiques, c'est-à-dire au bout de combien de temps je stagiarise, au bout de combien de temps je mets en stage, enfin, c'est l'inverse, et au bout de combien de temps je propose un CDI, qui sont valables quels que soient les grades, quelle que soit l'expérience, ce qui permet d'avoir une vraie visibilité. Et en revanche, et ça a été notre travail, je pense à Madame Thomas Pitot et puis à Madame Serrano-Usac ici présent, quand il y avait des endroits où on était en prolongation très régulière de CDD, la ville, et je prends par exemple les animateurs périscolaires cette année, tout ça c'est tous ceux qui satisfaisaient à la règle des 6 ans, puisque vous le savez c'est celle qu'on applique, une fois 3 ans, enfin 3 ans, c'est au bout de 6 ans qu'on passe en CDI, eh bien on a fait ce travail-là, ce qui nous a permis de CDIser, c'est pas très joli, mais de CDIser un certain nombre de personnes. Donc je comprends la philosophie et sachez que c'est ce qui se passe ici, mais là en l'occurrence c'est sur un poste en détachement, donc c'est pas possible. Y a-t-il d'autres remarques, des votes contre, des abstentions? Je n'en vois pas. Recrutement d'une assistante de conservation du patrimoine à la médiathèque. Alors vous dire que donc celle qui occupait ce poste, elle, est partie à la retraite, que la ville a recherché un fonctionnaire, alors on est aussi sur des domaines techniques, cette fois-ci en matière de culture. Donc on a recherché un fonctionnaire susceptible d'occuper le poste. Donc on a proposé donc le poste à un contractuel donc de catégorie B, donc à compter du mois de novembre. Et donc il vous est proposé donc de la recruter. Vous donnez donc la rémunération nette sans retenue à la source, puisque ça dépend de chacun, sera de 1 639,25 €. Y a-t-il des remarques, des abstentions, des votes contre? Je n'en vois pas. Rapporteur, Monsieur Larose, conseiller municipal délégué à la jeunesse et relations avec les associations sportives, convention d'entente intercommunale pour le développement et la gestion d'une carte jeune partagée entre plusieurs communes. Autorisation et signature. Monsieur le maire, chers collègues, dans le cadre de leur clause générale de compétences, les communes développent des politiques en faveur de la jeunesse, au sein desquelles l'accès à la culture, au sport et aux loisirs. La carte jeune est un dispositif gratuit, déjà existant, qui vise à faciliter l'accès à la culture, justement au sport et aux loisirs, chez les jeunes de 0 à 25 ans. Donc, ce dispositif n'est pas nouveau, il existe, il va jusqu'à décembre 2021. Aujourd'hui, il y a 30 000 porteurs de la carte, dont 20% sur le territoire talancé. Donc, au terme de cette phase d'expérimentation, plusieurs communes nouvelles ont décidé d'adhérer, et donc on se situe aujourd'hui dans une recondition de dispositif existant, pour lequel je demande à Monsieur le maire d'approuver la participation de la ville de Talence, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'entente, d'autoriser Monsieur le maire à engager les dépenses nécessaires. Il s'agit également de désigner les 3 représentants de la commune au sein de la conférence intercommunale. Et que les noms qui sont proposés par la majorité seront Madame Juliette Fricot et Monsieur Jean-François Larose, évidemment. Est-ce que vous avez d'abord des questions ou un nom? Non, pas de questions. C'est juste Isabelle Ramy qui... Ah, Madame Kelly est également candidate. Ah, pardon, ah. Non. Vous avez je veux que vous étiez candidate contre Madame Ramy, j'ai eu peur. Alors. Je suis navrée en fait de voir que le chapitre évaluation se résume à compter le nombre de cartes délivrées et faire un bilan des actions menées auprès des porteurs de cartes jeunes. Donc, non, mais il faudrait dire au comité de pilotage ou à ceux qui écrivent cette charte qu'il y a quand même d'autres choses à faire pour évaluer ce dispositif, notamment demander l'avis des jeunes sur ce qu'ils en pensent, pourquoi, quelles difficultés éventuellement ils ont rencontrées, etc. Donc c'est juste ça, suggérer qu'il y a d'autres indicateurs que simplement le nombre de cartes délivrées. Eh bien, je vous propose que la personne qui sera déléguée ou les personnes, effectivement, fassent remonter cela. Ouais. Je rappelle que le comité de pilotage, il y a X villes. Donc, après, il faudra qu'on se mette d'accord sur les critères d'évaluation qui seront communs à tout le monde. Pas de problème. Avez-vous des débats en interne? Oui. Ah, oula. Oui, Faites-moi part. Oui, justement, je disais, c'est dommage, ça manque un peu de communication quelquefois parce que cette carte de jeune, je sais que vous faites des plaquettes, mais des documents, je les ai vus, mais il faudrait, je ne sais pas, trouver un moyen peut-être de passer dans des classes, de rapprocher, pas seulement distribuer des documents. Non, c'est tout, c'était juste une petite remarque en me disant on peut dépasser 20%.
Voilà, c'est tout, on est à c'est bien. 19,3, ma chère collègue. Oui. On a quand même, au 30 septembre, on avait quand même 3174 porteurs de cartes. On a fait des plaquettes, on a aussi parlé sur les réseaux sociaux. Alors, évidemment, il faut parler sur les bons réseaux sociaux des jeunes, qui ne sont pas forcément ceux de notre génération. Mais je me tiens à vos dispositions pour parler TikTok, ma chère collègue. Là-dessus, il y a aussi, et c'est le principe d'une... Pardon ? Vous ne connaissez pas TikTok? C'est une vidéo en 20 secondes, je vous expliquerai. Je crois que à ce niveau-là, j'ai pas besoin de conseils, parce que moi, je fais... Vous n'avez pas besoin de conseils pour... Moi, je fais moi-même les choses, je ne fais pas aider par des collaborateurs, forcément. Ah, il me semblait que les sénateurs avaient des collaborateurs, mais si vous les affectez à autre chose... Alors, je transmettrai vos remerciements à toutes les personnes qui travaillent donc pour la communication de la ville. Il me semble que c'est intercommunal, et évidemment aux personnes de la mairie de Bordeaux qui pilotent tout cela. Et je leur dirai qu'ils ont trop de collaborateurs, ce en quoi je suis tout à fait d'accord là-dessus. Donc, je vous trouve dur, pour une carte qui a finalement, qui avait été initiée à l'époque d'ailleurs par M. Fabien Robert à Bordeaux, et qui a, je crois, 3-4 ans, pas beaucoup plus, touché 19,3%. 19,3%, vous en conviendrez, c'est plutôt pas mal. C'est la moitié de 39. Non, vous n'avez pas compris. On vous félicite pour cette carte. Non, c'est pas moi qu'il faut féliciter, c'est l'intercommunalité qu'il faut féliciter. On est satisfait, mais il faut que vous en rajoutiez encore pour essayer de me provoquer. Madame de Marco. Bon, et je ne répondrai pas à cette provocation. C'était pas une provocation, je vous ai dit que 19 c'était la moitié de 38, c'est mathématique. Allez, en tout cas, ce que je vous propose de faire, c'est que si vous avez des propositions pour le support, pourquoi pas, mais je voudrais vous dire, pour ce qui concerne la ville, après je ne sais pas ce qui est fait ailleurs, on en a parlé quand même dans nos supports, dans le CitéMag. Alors est-ce que le CitéMag est... Le problème que l'on a, c'est quand même on a un taux de renouvellement de près de 25% des étudiants chaque année, et que, en fait, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut la renouveler très fréquemment, parce qu'une communication, et notamment avec le Covid, à mon avis, peut s'effacer très vite, dans un monde où la communication, de toute façon, s'efface très vite. Je suis d'accord avec vous. Il y a ce qu'il y a d'autre, donc j'ai noté votre remarque. Alors, le nom... Non, mais non, on est pour n'est pas un nom, Madame de Marco. Le nom, c'est Madame Rami, hein, on est d'accord? Non, mais je suis obligé, voilà, je pose la question à Madame Kelly, permettez-moi de chercher. Donc, Madame Rami, il n'y a pas de vote à bulletin secret, hein, tout le monde est d'accord pour voter là-dessus, et donc c'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Rapporteur, M. Hanotin, conseiller municipal délégué au commerce, avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche accordées par M. le maire au titre de l'année 2022. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous invite à voter cette délibération que nous avions déjà adoptée l'an dernier à la même époque. Il s'agit de faire bénéficier l'ensemble de nos commerçants de cette possibilité ouverte par la loi depuis 2015, à savoir d'étendre à 12 dimanches le nombre de jours, le nombre de dimanches durant lesquels ils peuvent ouvrir. Je vous rappelle que les commerces alimentaires peuvent déjà ouvrir jusqu'à 13 heures, boulanger, boucher, poissonnier. Ils pourront ouvrir dans ce cadre-là sur l'ensemble de la journée. Je vous rappelle également que tous les commerces de détail pourraient ainsi ouvrir le dimanche, sauf l'automobile. Et donc, je vous propose, après avoir la consultation organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux et des organisations professionnelles des commerçants, d'autoriser l'ouverture pour le 16 janvier, le 26 juin, le 28 août, le 4 septembre, le 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre de l'année 2022. Merci, mon cher collègue. Donc, 8 dimanches pour Talence, mais la métropole en proposait 9. Bien, monsieur le maire et chers collègues, à ce titre d'ailleurs, en ce qui nous concerne, hormis madame Isabelle Rami qui s'abstient, nous sommes contre, tant sur le fond que sur la forme. Tout est bon pour ouvrir. Aujourd'hui, c'est le Covid, certes. Quand ce n'est pas le Covid, c'est forcément autre chose. En ce qui nous concerne, nous sommes contre. Merci, madame la sénatrice, de ponctuer. Je me mets à la place des gens qui sont distanciels, ils vont se dire quelle est cette dame qui ponctue, que l'on entend.
Il y aura un avant et un après ce conseil. Madame Kellier, vous avez la parole, s'il vous plaît. Et à vos souhaits, madame, ma chère collègue. On oublie ça. Madame Kellier. Donc, il est écrit que le choix de ces dates correspond donc aux préconisations émises lors d'une réunion de concertation organisée par la CCI de Bordeaux et les organisations professionnelles. Je voulais savoir si, même si la réglementation ne vous y contraint pas, est-ce que vous avez eu une concertation avec les professionnels talençais sur ce sujet? Alors, au-delà de la... C'est bon. Au-delà de la concertation effectivement officielle, on leur pose la question tout simplement, et quand on les voit, on les rencontre très régulièrement à l'occasion de petits déjeuners avec les commerçants. Ils nous le disent en fait. Après, je vous rappelle, chers collègues, que c'est une autorisation, hein, c'est pas une obligation. Et d'ailleurs, vous aurez bien noté, puisque moi je me souviens de la question qui avait été posée l'an dernier par notre collègue M. Bimboire. Je vous rappelle où M. Bardin avait sollicité pourquoi le jour correspondant au Black Friday. Il l'avait sollicité, mais très peu l'ont utilisé. Donc voilà, il s'agit d'une autorisation, ce n'est pas une obligation d'ouverture. Et je trouve que c'est très bien ainsi. Les commerçants peuvent finalement ouvrir, s'ils le souhaitent, les dimanches, même si beaucoup n'utilisent pas l'intégralité des dimanches. Alors, attendez, Madame Kelly avait levé le doigt juste un petit peu avant. Ça s'est joué à peu de choses, mais la photo finish. Madame Kelly. Justement, on sait quel est le pourcentage de commerçants talençais qui utilisent ces autorisations? Je vais être très franc, n'ayant pas l'habitude de parler de ce dont je ne sais pas. Non, je ne le sais pas. Mais je me renseignerai. Dimanche en plus. Il faudrait l'avoir par dimanche. Parce qu'à mon avis, la vérité des soldes n'est pas celle peut-être de Noël, qui n'est pas celle Tout à fait. Et en plus, c'est en fonction aussi du type du commerce, parce que la rentrée scolaire peut intéresser certains commerçants, mais pas d'autres. Donc, à mon avis, c'est très variable. Ceci dit, on pourra le solliciter pour savoir. Sur la base d'une enquête un peu déclarative, on peut solliciter pour avoir cette information. Sinon, je peux vous fournir les chiffres selon la police ou selon les syndicats, et comme ça, vous êtes sûr d'avoir juste. Monsieur Bimboire. Non, ça rejoint un peu ce que dit Madame Kelly. C'est vrai qu'effectivement, ça peut également servir surtout aussi les grandes surfaces, et on le voit assez souvent. Parce qu'effectivement, les salariés des petits commerçants de Talence, comme de l'ensemble des villes et de la métropole, sont aussi syndiqués. On en discute. Et malheureusement, c'est vrai qu'à part le dimanche où ils sont en famille, je peux vous assurer que bien souvent, ils ne voient pas forcément leurs enfants. Mon cher collègue, vous êtes dans votre rôle, et je sais, on est dans une mission importante. J'aurais juste, vous êtes quand même terrible. On pose la question aux commerçants. Donc on respecte, vous êtes toujours en train de nous dire dialogue, participation citoyenne, on leur pose la question. Donc on fait ce que me semble-t-il vous demandez à chaque fois. On demande l'avis aux gens qui sont concernés. La ville, elle, ça n'a aucun impact pour elle, si ce n'est une animation commerciale, mais qui n'a pas forcément besoin d'un dimanche. Évidemment, je fais abstraction de certaines périodes particulières comme les soldes et les fêtes d'année. Mais c'est quelque chose qui est fait en concertation avec eux. Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que oui, évidemment, il y a des grandes surfaces sur le territoire, il y en a dans toutes les villes. Mais ça profite aussi, moi ce que je vois aujourd'hui, c'est un tissu économique de commerçants du nord au sud, et pas simplement qu'au centre, aujourd'hui qui atteste d'une vitalité. On nous a souvent dit à l'époque, je parle sous le contrôle de mon prédécesseur, attention à la ville dortoir, attention à ci, à ça. Est-ce que le dimanche est l'alpha et l'oméga de tout? Non. Mais en revanche, se démarquer potentiellement, et je rejoins ce qui a été dit par Guillaume Hanotin, ne pas laisser la possibilité de le faire, c'est aussi prendre le risque, si d'autres villes le font, d'avoir une attractivité qui se fait au détriment. Donc soit la métropole, et vos amis sont majoritaires, décident de ne pas le faire sur l'ensemble du territoire, et dans ces cas-là, les villes le feront, soit elle le permet, et il faut être dans ces cas-là cohérent, mais j'ai du mal à... Voilà. Bon, en tout cas, je ne crois pas qu'on ait les cas là-dessus. On est sûrement il doit y avoir des cas plus compliqués que d'autres, mais moi je veux juste, je respecte ce qui nous a été demandé, je note votre proposition d'avoir une évaluation du nombre de commerces, mais ça fait plusieurs années que c'est comme ça, donc je pense qu'on a trouvé un rythme de croisière qui correspond à peu près à tout le monde, quel que soit le type de commerce. Vous vouliez dire autre chose? Non. Non. Oui, je justifie mon vote. Je suis un peu embêtée sur cette question. Donc je m'abstiendrai aussi parce que je pense que
c'est pas forcément un bon message en termes de consommation et qu'il y a d'autres choses à promouvoir dans les activités le dimanche. Monsieur Notin. Puis-je promouvoir une dernière chose, monsieur le maire? Oui, évidemment, promouvez ce que vous voulez. Je vous rappelle, étant délégué au commerce, je me fais le relais ravi et réjoui que ce soir, c'est le soir du Beaujolais nouveau et que vous êtes invité à vous convier aux commerçants des Halles qui vous invitent à aller profiter du Beaujolais nouveau. Vous n'avez pas de vin ? Je vous propose de clore vite ce débat avant qu'on passe là-dessus. Alors, écoutez, ce que je propose, il y a des gens qui nous regardent en direct et donc qui feront leur avis sur le Beaujolais nouveau. Donc, j'ai noté une abstention embêtée de Madame Kellier et j'ai donc un vote contre unanime. Non, pardon, il y a donc 2 abstentions. Il y a Madame Ramy et Madame Kellier et donc le vote contre pour l'ensemble des personnes de l'opposition restantes. Ce conseil municipal promettait d'être court. Les promesses, une nouvelle fois, sont tenues. Merci à Madame la secrétaire d'avoir assuré jusqu'au bout sa voix. Je voudrais vous dire que la date du prochain conseil municipal, qui lui sera beaucoup plus conséquent, notamment parce que nous serons en fin d'année, sera le lundi 13 décembre. Lundi 13 décembre à 18h au château Pexoto. Je vous remercie. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont suivis, y compris les personnes qui nous ont permis de traduire en langue des signes. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. La séance est levée.